Pour moi, être humoriste, être sur une scène, c'est une façon de maîtriser mon introversion. Il y a plus de gens introvertis qu'on ne le pense. Il y en a partout, et de très différents. 80% introvertis. Voilà. Quand j'étais jeune adulte, je le voyais aussi dans les groupes d'amis. Voilà, j'étais toujours en retrait. Et je me disais, j'aimerais bien être la fille drôle, qui fait les blagues, qui a le centre de l'attention. Les gens réservés sont facilement ignorés et sous-estimés. Être introverti serait donc un défaut? Ma force, ou la force de mon introversion, c'est que j'ai une vue d'ensemble, que je regarde d'abord et que je perçois tout et tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire d'être discret dans un monde où ceux qui parlent haut et fort donnent le ton? C'est vraiment super génial ici. Mon travail, c'est d'être toujours au centre de l'attention. Des gens sont venus installer des projecteurs, m'ont branché des micros, il y a des caméras partout, tu te poses des questions, ça passera à la télévision ou sur Internet. Ça, c'est la chose la plus stupide pour un introverti. Direction Leipzig. Ce soir, quelqu'un se produit devant une salle comble. Quelqu'un qui vient seulement de découvrir qu'il est introverti. Pendant très longtemps, j'ai juste pensé que j'étais un peu bizarre. Et ça me rendait fou. Car je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais simplement que je n'étais pas normal dans ma tête. Moritz Neumeier est humoriste. Et il est actuellement en tournée. Humoriste et introverti, comment ça marche? Salut tout le monde! Bon, très bien, super, je vous vois, je vous sens. Oui, hein? C'est ce que j'allais dire. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Quand je suis en tournée et que quelqu'un me dit « il y a 800 personnes dehors, va les rejoindre, ils ont des choses à te dire », c'est mon travail, j'y vais. Quand je suis à la maison et que ma femme me dit « il y a une garden party », ma première réaction est de dire « d'accord, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je suis à la maison, je veux pas traîner avec des gens dans un nouveau cercle où je ne connais personne. Parce que là, je dois faire un effort colossal pour dire quelque chose, ou pour dire « j'aurais moi aussi quelque chose à ajouter », et là, tout le monde me regarderait. C'est réellement, comme souvent chez les personnes introverties, une sorte de petite angoisse paralysante de se faire remarquer. On n'y croit pas quand on entend ça, non? Parce que mon personnage sur scène est hyper accessible. Tu écoutes 3 fois le podcast et tu connais l'homme. Ah, salut, oui, de rien, merci. Dans ma vie, il y a comme un drôle de décalage. D'un côté en privé carrément inaccessible, et pour être honnête, beaucoup trop accessible sur scène. Les gens m'écrivent. Ça doit cesser. Sa stratégie, c'est d'en parler ouvertement. Et pour monter sur scène, d'après ses propres mots, il enfile son armure de chevalier. Je suis la version extravertie de moi-même, celle qui manque parfois à mon moi introverti dans ma vie privée, et que j'ai donc complètement déplacée dans ma vie professionnelle. On peut, même si ça semble un peu triste, apprendre face aux autres à ne pas être soi-même. Et cela rend les choses beaucoup plus faciles. Enfant, Moritz Neumeier a vite senti qu'il avait du mal à être au centre de l'attention. Les grands groupes le fatiguaient. Je n'avais pas beaucoup d'amis à l'époque. Dans ma jeunesse, il y avait beaucoup de gens dont je pensais qu'ils étaient mes amis. Mais avec le recul, je pense qu'au sens où je l'entends aujourd'hui, nous n'étions pas vraiment des amis. Et c'était pas de leur faute, ils ont essayé. C'est moi qui n'y arrivais pas. Je voulais absolument faire partie d'un groupe, mais en même temps, je ne voulais surtout pas être dedans. Et je me suis dit, comment est-il possible qu'il m'invite, que je sache pertinemment que c'est génial d'en faire partie, et que moi, j'invente un mensonge pour ne pas avoir à y aller. Et puis, j'ai eu très mauvaise conscience pendant très longtemps, surtout au début de la vingtaine, où oui, c'est l'époque où l'on profite de la vie, où on sort et où on fait des trucs fous. J'ai toujours su que c'est vraiment très sympa de se retrouver seul. Et ce sentiment est assez répandu. Entre 30 et 50% des gens sont considérés comme introvertis. Moritz Neumeier a beaucoup lu sur le sujet. Il a parlé à des psychologues et réfléchi. Il comprend désormais mieux ce que signifie être introverti.
Il y a des gens qui sont extravertis, qui rencontrent d'autres personnes et en retirent de l'énergie. Les personnes introverties, à chaque fois qu'elles doivent interagir avec quelqu'un, cela leur pompe de l'énergie. Ce n'est pas comme si mes batteries se rechargeaient lorsque je suis entouré de gens. Au contraire, chaque interaction humaine les décharge un peu plus. Aujourd'hui, il se demande pourquoi, en fait, il a toujours voulu être plus extraverti. Peut-être parce que les introvertis sont moins bien considérés? Pour notre société, être introverti, ce n'est pas quelque chose de bien. Si dans un groupe de personnes, quelqu'un est tout le temps en train de dire « Génial, génial, faisons quelque chose », alors tu te souviendras de lui après la soirée. Tu ne te souviendras pas des deux autres qui ont dit quelque chose une seule fois et qui étaient simplement présents. Et au travail, tu as la vie plus facile parce que Robert ou Jean est vraiment drôle. Il n'est pas très bon dans son boulot, mais sans lui, la journée au bureau serait nulle. On a absolument besoin de lui. Pour autant, les introvertis ont beaucoup de qualités. Ils savent écouter, se concentrer et sont souvent de bons coéquipiers. Beaucoup de personnes talentueuses sont introverties. Moritz Neumeier est un surdoué de la parole, ce qui l'aide dans son métier d'humoriste. Ce que j'ai remarqué chez moi, c'est que j'identifie très bien les schémas, pour la bonne raison que je sais très bien lire les gens, car je reste généralement en retrait. Et ce que les personnes introverties ont aussi souvent, c'est simplement une forme particulière de vision d'ensemble. En tant qu'observateur attentif de la société, il aborde également des thèmes politiques. Il prend régulièrement position contre l'extrémisme de droite. Et puis les Alliés sont arrivés et ont dit « Bon, les gars, cette histoire de nazis, là, qui d'entre vous était impliqué ?» Et tous nos grands-parents ont répondu « Ah bah, nous aussi, on aimerait bien le savoir. » D'où viennent tous ces nazis? Ils ont toujours été là. Ils n'ont jamais été plus nombreux ni moins nombreux, ils ont toujours été là. Moritz Neumeier prend clairement position. Cela lui vaut la haine des extrémistes de droite sur Internet, qui vont jusqu'à des menaces de mort. Mais pour lui, il est primordial de continuer. Mais quand il s'agit de politique, ou quand il s'agit du sentiment que c'est injuste, quelqu'un doit en parler, alors pour beaucoup de personnes introverties, je pense que cela peut être un moment où l'on se dit « Maintenant, il faut que j'oublie mon côté, je ne veux pas être le centre de l'attention. » Parce que là, si, je dois quand même prendre position. Dans l'art, Moritz Neumeier a trouvé son moyen d'expression. Pour moi, être comédien, me tenir sur scène, c'est une façon de dépasser mon introversion. Au moins, je me retrouve face à un groupe de 800 personnes. Ce soir, je fais déjà partie d'un groupe. Bon, je suis le seul à regarder dans cette direction quand les 800 autres regardent dans l'autre sens, mais d'une certaine manière, nous appartenons tous à ce groupe. Direction Paris, chez une artiste que l'on rencontre rarement dans les endroits où il y a du monde. Là, je me sens pas bien du tout. Je me sens crispée, j'ai envie de partir, tout simplement. Voilà, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, c'est... Voilà, je veux partir, c'est tout. Cécile Dormeau, illustratrice et artiste. Bien que née à Paris, elle préfère vivre aux portes de la capitale, dans le Val d'Oise. C'est là qu'elle a installé son atelier, dans son appartement. Pas de coworking, juste elle toute seule. Un cocon dans lequel elle peut créer à sa guise. Moi, j'ai tendance à croire que la créativité, elle vient de la solitude, enfin, pour beaucoup de gens, et que quand je vois des gens qui ne savent pas passer du temps avec eux-mêmes, c'est un peu triste, je trouve. Cécile développe des histoires à partir d'une simple ligne. Son style, des formes opulentes, des couleurs vives. Elle est connue pour ses thèmes féministes, pour son humour. Elle publie régulièrement dans les médias français et internationaux. Dernièrement, Cécile Dormeau vivait à Barcelone, où elle travaillait dans une agence avec plusieurs collègues, dans un bureau open space. Open space, moi, j'étais pas du tout à l'aise avec l'idée d'open space, avec plein de gens autour de nous. C'est très dur pour moi de... Et en fait, moi, je me rappelle aussi des séances de brainstorming.
et de se dire, allez, on se met tous autour d'une table et on trouve des idées. Les personnes extraverties parlaient, montraient leurs idées, et moi, on devait se dire, Cécile, elle a jamais d'idées, elle propose jamais rien. Mais c'était juste parce que c'était pas ma manière de fonctionner. Cécile Dormeau dissèque les thèmes sociaux avec un humour tranquille. Diversité physique, drame relationnel, vie dans un corps non conforme aux standards de la beauté. Cécile Dormeau a grandi avec 2 sœurs, l'une plus âgée, l'autre plus jeune. Mes sœurs ont des caractères beaucoup plus forts que moi. Donc moi, je sais que j'étais tout le temps la calme, on va dire. Et mes sœurs, c'est un peu plus explosif. C'est un peu famille... on pourrait être un peu... C'est un peu telenovela, quoi. Ça crie, ça... Voilà, voilà. Et puis moi, j'étais au milieu. Voilà. Dans la voiture aussi, avec mes sœurs, vu qu'elles se chamaillaient tout le temps, on me mettait au milieu pour calmer, pour pas qu'elles se tapent dessus. Cécile était la petite fille qui aimait jouer avec les fourmis dans le jardin. Et ça la comblait. Elle n'avait besoin de rien d'autre. C'est ainsi qu'elle se voit elle-même. Ce n'est qu'à l'école que tout a changé. Et je m'en souviens que donc, je mangeais seule à la cantine le midi. Et je m'en souviens que des gens s'étaient moqués de moi quand de me voir toute seule. Et je m'en souviens que c'était à ce moment-là où je me suis dit, ah, en fait, c'est la honte d'être seule. En fait, c'est la honte d'être solitaire. C'est mal vu. Et là, alors qu'avant, ça me posait aucun problème de passer du temps avec moi-même, d'être seule. Mais je me suis dit... Non, en fait, c'est pas bien d'être seule, c'est la honte. Comme tous les introvertis, elle commence par se remettre en question, mais elle ne peut pas se passer de lire et de dessiner seule. Discrète dans un monde bruyant, plein d'extravertis, ce n'est pas si simple. Même si Cécile Dormeau connaît très exactement ses points forts. Mais oui, je pense que les introvertis, en fait, sont des personnes un peu plus réfléchies, qui ont besoin de temps pour tout analyser, pour tout décortiquer. Donc, comme il n'y a pas un résultat tout de suite, c'est peut-être ça qui dérange aussi, je sais pas. Mais c'est ça, hein, c'est vrai qu'on a l'impression que les gens au pouvoir ou les gens qui ont des postes haut placés sont souvent des extravertis, des gens qui vont parler plus fort. Et politique et dirigeants, je sais pas, d'entreprise ou tout, c'est peut-être différent. Mais en politique, j'ai l'impression que c'est obligé d'avoir un ego surdimensionné peut-être pour être dans la politique, je sais pas. Les frimeurs, les braillards, les machos. Ce sont les cibles permanentes de ces moqueries. Elle a fini par accepter son introversion. Son humour et son espièglerie l'ont certainement aidée. 80% introverti. Voilà. Et en fait, j'ai mis longtemps avant de me dire que bah non, c'est bien aussi d'être comme ça. Chacun a sa personnalité et c'est bien qu'il y ait un équilibre de... Enfin, voilà, c'est bien d'être extraverti, c'est bien d'être introverti aussi. On fonctionne juste différemment. Cécile Dormeau a fait ses études à Montmartre. Elle se souvient encore des séances de dessin en plein air au Sacré-Cœur. Même si cet endroit la stresse un peu parce qu'il y a beaucoup trop de monde, elle recherche toujours les stimulations de l'extérieur. Elle a croqué les 4 musiciennes polonaises en quelques minutes. And you're an artist, right? Yes, like I'm an illustrator. That's so nice. Bah écoutez, Have a nice trip in Paris. dobrego dnia, dobrego dnia. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Les introvertis ont grand besoin de silence. Mais quelqu'un qui écrit et publie des histoires peut-il être introverti? Je pense qu'en fait, aucun artiste n'est introverti dans ce sens. À travers son art, il souhaite toujours s'ouvrir au monde. Pour moi, c'est justement l'œuvre qui ouvre la voie. C'est peut-être pour cette raison que j'ai commencé à écrire, car je sais que de cette manière et dans cette langue, je peux partager quelque chose que je ne pourrais jamais partager autrement et qui ne trouverait jamais sa place dans le monde.
Jan Costin Wagner exerce l'un des métiers les plus introvertis qui soit, celui d'écrivain. Il vit près de Francfort-sur-le-Main. Je sais très bien ce que signifie être introverti. Je pense immédiatement au fait que, d'une part, je n'aime pas du tout les conversations futiles, mais aussi que je n'en suis tout simplement pas capable. En revanche, lorsque le sujet devient sérieux, je m'implique beaucoup, et il peut arriver que tout le monde doive rester jusqu'à ce que le dernier mot ait été dit et que la discussion soit close. Wagner est connu comme auteur de polars et de best-sellers qui ont été adaptés avec succès au cinéma. Il a désormais tourné le dos au genre policier, mais son nouveau roman traite pourtant d'un crime. Il y aborde surtout le deuil et la perte de toutes les certitudes. Je pense désormais que je ne peux écrire que lorsque je me trouve comme sur le lac gelé, là où la glace est en train de se briser. Je ne peux écrire nulle part ailleurs. Je dois aller là où surviennent les pires événements possibles, là où la vie est mise à rude épreuve, afin de pouvoir me demander, est-ce que la vie peut triompher ? Dans Eden, Jan Costin Wagner raconte un événement qui menace d'abord de déchirer une famille, puis la société. Marcus, un père de famille, réalise le rêve de sa fille Sophie, âgée de 12 ans, lui offrir des billets pour un concert de sa chanteuse préférée. Sophie est une jeune fille pleine de vie qui se réjouit énormément d'aller au concert. Son père la dépose devant la salle. Sophie est heureuse. Sophie danse, et puis la bombe explose. Un attentat suicide. Il arrive souvent que ces attentats visent spécifiquement des personnes qui sont peut-être en train de vivre le plus grand bonheur de leur vie. Et je me demande, qu'est-ce que cela nous apprend ? Wagner explore les abîmes. Comment les proches font-ils face à cette perte? Pour le savoir, il s'est inspiré de nombreux attentats réels. Il y a celui de Manchester qui m'a beaucoup préoccupé à l'époque, car il s'agissait d'un attentat contre des jeunes, des gens comme Sophie qui vivaient justement un grand bonheur. Mon objectif était de raconter l'histoire à partir de l'intériorité des personnages, tous les personnages, y compris le kamikaze, afin de poser cette question. Qui étaient ces gens? Ce sont les humains qui font subir les pires atrocités à leurs semblables, lit-on dans le roman. Jan Costin Wagner crée un kaléidoscope de voix et de perspectives. Le père de Sophie ne veut pas se réfugier dans la haine. Il veut comprendre et se battre pour revenir à la vie. Je pense en effet que nous sommes confrontés au mutisme. Les gens ne sont plus capables d'engager un dialogue fondé sur l'empathie et la différenciation. Ce qui semble se perdre, c'est la capacité de faire une pause, de considérer la situation dans son ensemble et de prendre le temps de trouver ensemble des solutions. Lancement du livre Eden à Berlin, le moment où l'auteur se montre au grand jour. Aux côtés d'une personnalité plutôt extravertie, l'acteur Bjarne Mädel. Il joue dans les films tirés des livres de Jan Costin Wagner et il fait la lecture qui ouvre la tournée. Ce que je veux dire, c'est que je déteste l'assassin. Je le déteste. Je déteste tout chez lui. Mais la haine que je ressens ne m'aide pas. Elle m'empêche de connaître quoi que ce soit. Je dois changer mon regard. Je veux être auprès d'elle, comme à son chevet. On a l'impression que les personnages sont très proches de nous. Ils ont tous une grande profondeur et une grande mélancolie. Les livres ont cette clarté, dans le meilleur sens du terme. Dans les coulisses, Jan Costin Wagner se réjouit de rencontrer le public lors des lectures. Ce n'est pas une introversion qui impliquerait un repli sur soi.
Au contraire, je me réjouis maintenant de présenter ce livre ensemble, d'en discuter, d'y réfléchir et d'écouter Bjarne. Lorsqu'on est en train de signer les autographes, les gens veulent toujours prendre des photos avec nous, et parfois même nous prendre dans leurs bras. Il faut aimer. Cela m'est rarement arrivé, mais en signant, voilà qu'on me prend dans les bras. Oui, c'est ça. Et quand quelqu'un me prend dans ses bras, je me dis, lui aussi, il en a envie. Il attendait ça depuis de nombreuses lectures. Créer des liens avec les autres, ça semble un jeu d'enfant pour les extravertis. Oui, mais c'est intéressant. Une personne extravertie peut-elle créer plus de liens qu'une personne introvertie? Peut-être que ce n'est ni vrai ni faux. Il faut plutôt se rappeler que la proximité se crée toujours lorsqu'on discute sincèrement de quelque chose d'important. Je pense que nous courons le risque de désapprendre à parler de ce qui nous touche vraiment, si je peux le dire comme ça, au plus profond de notre âme. Jan Costin-Wagner raconte avec brio ce qui nous touche au plus profond de notre âme. Il dissèque minutieusement le monde extérieur, peut-être parce que c'est à l'intérieur de lui-même qu'il puise son inspiration. À Francfort, nous rencontrons une actrice qui a longtemps lutté contre sa grande timidité. Dans la rue, quand j'étais avec ma mère et que des gens m'interpellaient, je rougissais, je sentais la chaleur monter lentement, et puis ça se voyait. Je ne parlais pas non plus à l'école. Quand on m'appelait, je ne pouvais rien dire. Mélanie Straub, actrice et introvertie. Comment concilie-t-elle le fait d'être réservée et de jouer sur les plus grandes scènes? Répétition pour cette pièce musicale extravagante, Sanatorium zur Gänsehaut, le sanatorium des frissons. Mais d'abord, on se moque de soi-même et on se taquine entre collègues. En fait, Mélanie est une bosseuse. Mélanie connaît tous les textes. Oui, tous. Mélanie Straub incarne la directrice d'un institut de beauté. Son jeu a souvent quelque chose de mystérieux. Cela lui a permis d'endosser des rôles très différents. Comme pour la série policière allemande Tatort, où elle incarne une villageoise sous le Troisième Reich, solitaire et fidèle au Führer. Mein Mann repariert ihr Auto. Ah. Ich heiße Gerda. Sehr erfreut. Gotha. Wenn Sie was zu nähen haben, ich bin Schneiderin. Le film Bénie, où elle incarne une psychiatre empathique mais d'une grande lucidité, a reçu plusieurs prix au Festival de Berlin et aux Arcs. Das Risperdal, das wir Benny testweise geben wollen, wirkt bei Kindern impulshemmend. Que Mélanie Straub devienne actrice était loin d'être évident, tant elle était réservée dans son enfance. Dans le cocon sécurisant de la maison de mes parents, j'aimais raconter des blagues et les jouer. J'étais très ouverte et drôle. Mais tout avait déjà commencé à la maternelle. J'étais très timide, réservée. Et ça a continué à l'école primaire. Puis ça a empiré quand je suis entrée au lycée. À mesure que la pression de l'extérieur, les jugements, la peur de commettre des erreurs augmentaient. Elle avait même honte de sa voix. Malgré tout, elle a toujours voulu devenir actrice. Ce qui m'a sauvée, ce sont les histoires. J'ai beaucoup lu. Je me suis évadée dans les histoires et j'ai toujours voulu faire partie d'une histoire.
Et c'est toujours vrai. C'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Quand je lis à mes enfants et que nous plongeons ensemble dans cet univers, c'est... Ou quand je sens que le public retient son souffle, il n'y a rien de plus beau. Melanie Straub est issue d'un milieu modeste. Elle vient d'un village près de Stuttgart, loin du monde du théâtre. Son père a gravi les échelons dans une usine. Sa mère est secrétaire et a arrêté de travailler à la naissance de sa fille. Ce sont tous les deux des gens aimants et réservés. La première visite à l'école de théâtre a été très déconcertante pour mes parents. Tous ces baisers, ces câlins, ces rires exagérés, etc. Cette promiscuité, voilà ce que mon père m'a dit à l'époque. Il s'est demandé, mais où suis-je tombée? Le chemin de l'école de théâtre fait des détours. Après son baccalauréat, Melanie Straub aide d'abord les autres. Elle suit une formation de kinésithérapeute, puis travaille en psychiatrie. Le mime l'aide finalement à se rapprocher de son rêve. C'était l'endroit idéal pour moi. Ne pas parler, mais raconter des histoires avec mon corps, c'était ma vie. Le début d'une carrière théâtrale impressionnante. Elle est admise à la célèbre école d'art dramatique Ernst Busch de Berlin. Elle reçoit ensuite une offre du célèbre Burgtheater de Vienne, mais elle refuse, préférant faire ses preuves dans un petit théâtre. Elle a des enfants, elle gagne en assurance. Elle déménage à Francfort. Elle trouve sa place dans le monde du théâtre. Mais comment cela s'accorde-t-il avec son caractère? Ça s'accorde bien parce que je peux facilement me mettre à la place des autres. Et que dans les rôles que j'interprète, comme il ne s'agit plus de moi, je peux tout faire. C'est comme un terrain de jeu. Elle répète actuellement à Francfort une satire effrayante de l'industrie de la beauté. Le metteur en scène Jan Bosse connaît Melanie Straub depuis longtemps et il aime travailler avec elle. En tant qu'actrice, elle est toujours entièrement elle-même. Et malgré cela, ou peut-être justement à cause de cela, elle peut s'épanouir sur scène. Verschwunden, die Schönheit da, im großen Schönheitsfleck. C'est quelqu'un de très modeste, très peu narcissique. Ça aussi, c'est rare chez les actrices. Et c'est précisément pour ça qu'elle a, je pense, la capacité de tout jouer avec ce plaisir. Melanie Straub sait qu'après chaque effort, elle doit se recentrer sur elle-même pour charger ses batteries. Son mari, ses enfants et la nature l'y aident. Aujourd'hui, elle considère son introversion comme une force. Je sais écouter, je sais observer, je peux comprendre lorsqu'il y a un déséquilibre, je suis prévenante, j'ai une vue d'ensemble, je sais enthousiasmer les autres. Je sais davantage faire comprendre mes limites parce que je sais mieux ce que je veux. Être entourée de gens avec qui il est agréable de travailler, de vivre et d'aimer. Melanie Straub a trouvé sa voie. Une voix puissante dans un monde bruyant. Intro ou extraverti? Ou quelque part entre les deux? Il est bon de savoir comment on fonctionne et de savoir que ce monde bruyant écoute aussi les plus discrets. En réalité, je ne souhaite pas être extraverti ou l'être davantage. Tout simplement parce que je sais que cela ne me correspondrait pas. Cela ne serait pas juste. Je pense que lorsque nous ne sommes pas honnêtes ou pas nous-mêmes, c'est très fatigant. Et je ne le souhaite ni à moi, ni à personne d'autre.